dauphins sont bien connus des scientifiques du monde entier, on sait en revanche très peu de choses sur les requins, animal à mauvaise réputation. Pourtant, partout dans le monde aujourd'hui, les requins sont en danger. Surpêchés, très sensibles à la pollution, se reproduisant peu, plusieurs espèces importantes pourraient disparaître. Une catastrophe pour l'équilibre général. Émerge parfois complètement au-dessus de la surface. Tout autour, la profondeur atteint très vite près de 1500 mètres. Osprey Reef est un véritable laboratoire sous-marin, un lieu d'observation unique pour différentes espèces de requins. Ici, l'équipe de l'Undersea Explorer étudie les requins à pointe blanche depuis 8 ans. Un travail sur la durée, aux antipodes des attractions touristiques ponctuelles. Nous sommes loin du tapage autour des grands requins appâtés d'ordinaire à grand renfort d'hémoglobine. Il faut passer du temps au contact des requins pour aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues. Richard Fitzpatrick, 32 ans, est biologiste marin, spécialiste des requins. Après avoir travaillé dans les aquariums de Sydney et pour les parcs marins australiens, Richard partage aujourd'hui tout son temps entre les recherches sur la vie animale sous-marine et ses interventions à l'université James Cook. Près de 8000 heures de plongée, une vie entière consacrée à ces animaux. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai passé beaucoup de temps sur la barrière, à faire de la plongée et à jouer dans l'océan et donc à voir des requins à l'intérieur de la barrière corallienne. J'ai vu des petits requins, je me souviens aussi avoir vu un tigre quand j'étais très jeune. Un requin-tigre qui est passé juste à côté de moi, c'était incroyable comme expérience. Et quand j'étais plus grand, j'avais des réservoirs d'eau salée dans lesquels je gardais des requins épaulettes, des petits requins que j'attrapais sur la barrière. Je les gardais comme animaux de compagnie. C'est vrai qu'ils sont souvent incompris, alors je ne sais pas, je prends le parti des opprimés peut-être. Il y a pas mal de requins qui peuvent être très affectueux et adorent être tapotés, chatouillés et même gratouillés. Ce ne sont pas que des animaux méchants, ils ont une vraie personnalité. Avec notamment Andrew Dunstan, Richard Fitzpatrick étudie depuis 8 ans les requins à pointe blanche de Lagon. Ensemble, ils ont constitué une véritable base de données sur les requins d'Osprey Reef. Un long travail scientifique d'études comportementales pour mieux connaître l'animal. Aujourd'hui, Richard veut marquer de nouveaux requins avec sa technique très particulière de capture au lasso. Ce qui serait bien, ce serait de récupérer des parasites, parce que la dernière fois, le mâle qu'on a attrapé en avait beaucoup. Le prélèvement de tissu doit avoir environ cette épaisseur. C'est pas grand-chose. Pour attraper les requins à pointe blanche, Richard les attire avec une caisse remplie de poissons. Il s'agit ici de les attirer, mais surtout pas de les nourrir. Ces techniques trop souvent employées, qu'on appelle le shark feeding, provoquent des situations d'affolement où la sécurité peut tout à coup basculer. Richard préfère la méthode douce. Depuis 2 ans, Richard fait équipe avec Adam, un autre passionné des requins, rencontré sur une campagne d'exploration. Il m'a parlé de son travail sur les requins. Et comme j'adore les requins, ça m'a tout de suite intéressé. Et 2 semaines plus tard, je travaillais avec lui. J'ai toujours été très intéressé par les requins. Ça a toujours été mon animal préféré. Enfin, pour autant que j'ai un animal préféré. Et c'est vraiment incroyable de trouver quelqu'un qui fait vraiment quelque chose avec eux. Il y a des quantités de gens qui disent seulement qu'ils adorent quelque chose. Je crois que c'est vraiment une qualité admirable de faire les choses au lieu de se contenter d'en parler. Hey Adam, you ready? Yep.
Les situations collectives sous stimulation alimentaire peuvent être très dangereuses. Les requins se mettent à mordre dans tous les sens. Si la situation dérape, il faut sortir de l'eau immédiatement. Quand on manipule un animal vivant, il faut être sur le coup à 100%. Dès qu'on est un peu flottant ou un peu hésitant, c'est là qu'on se fait mordre. Alors il faut y aller, faire le boulot et pas lâcher l'affaire. Richard donne à Adam le premier requin capturé, une femelle d'environ 1,50 m. Il faut remonter les requins à l'arrière du bateau pour pouvoir les marquer. La remontée étourdit le requin. Laissé pendu par la queue pendant quelques minutes à la verticale, le requin perd ses références. Quand on a commencé la technique de capture au lasso, on attrapait le requin, on le ramenait sur le bateau, on faisait les mesures et le marquage, et ensuite on le relâchait. On le suivait pour voir ce qui se passait. Si l'expérience avait été stressante, le requin quittait la zone. En fait, la plupart de nos requins repartent directement vers la caisse. Tous les requins qu'on ramène sur le bateau, on leur met une puce électronique sous la peau de la taille d'un grain de riz. Comme ça, on fait en sorte que ça prenne le moins de temps possible. En scannant simplement le requin, on sait exactement à quel animal on a affaire. Okay, total length is 137. That is 9 centimeters. 9 centimeters. Okay, 98. 10 mil. Between eyes. Twice the last one, eh? 14. Oh, wait a minute. Yeah, 14. Mating scars on it. And just look for parasites. Oh, nothing. No. Okay. None. Reasonable condition. Okay. Les requins à pointe blanche ont un territoire. Dans la journée, ils reviennent dans cette zone. Ils ont un instinct territorial développé et ce qui est capital ici, c'est que le récif est isolé. Si un bateau arrive et pêche tous les requins, d'où viendront de nouveaux requins? Les récifs océaniques sont particulièrement vulnérables à la surexploitation des réserves par les pêcheurs de requins. Et en fait, on commence à se rendre compte que ces animaux ne se déplacent pas beaucoup. Il suffirait d'un seul bateau qui vienne à North Horn et qui emporte tous les requins d'un coup, et d'où viendraient les autres requins? Il est donc absolument crucial que nous obtenions ces informations pour les transmettre aux personnes concernées et leur dire « Attention, il y a un problème, il faut s'en occuper et restreindre la pêche aux requins. Il ne faut pas pêcher le requin de façon illimitée. » Ici à North Horn, on est en train de réaliser une sorte de catalogue des requins. Comme ça, les étudiants qui nous rejoignent peuvent plonger et partir à la recherche d'un requin en particulier. C'est très bien pour les gens qui viennent faire de la plongée sur le récif. Ce requin devient un peu leur requin.
barrière de corail est le lieu d'une incroyable biodiversité dont on commence seulement à entrevoir tous les mécanismes. Aujourd'hui, cet écosystème, unique et fragile, des récifs coralliens des mers tropicales, est sérieusement mis en danger. Tous les éléments de ce biotope sont imbriqués et interdépendants. Étudier les requins, c'est connaître le prédateur absolu au sommet de la chaîne alimentaire. Sa disparition aurait des conséquences considérables sur les autres espèces animales et donc sur nos vies. Richard emmène à chaque voyage quelques étudiants de l'université James Cook avec qui il travaille tout au long de l'année. C'est un peu la spécificité de sa démarche, faire dialoguer la science théorique et le travail sur le terrain. Les étudiants ont cette occasion unique de découvrir les requins dans leur univers naturel. L'Undersea navigue sur la côte pacifique du récif. Au fil des ans, Richard a perfectionné les techniques d'investigation. Depuis que l'équipe a commencé ici ses recherches sur les requins, plusieurs récepteurs ont été disposés autour du récif pour recueillir encore plus d'informations. Vers Osprey Reef, en différents endroits, on a des récepteurs sous-marins de la taille d'une canette. Et quand le requin passe dans un rayon de 200 mètres, le récepteur enregistre l'heure, la date et le numéro d'identification de l'émetteur que porte le requin. Comme l'émetteur du requin envoie un signal toutes les 30 ou 60 secondes, le récepteur reçoit cette information. Il suffit ensuite d'aller chercher les récepteurs, de les rapporter au bateau et de transférer les données. Et ça nous permet d'enregistrer des informations sur les schémas de déplacement des requins 24 heures sur 24, 365 jours par an. 12, c'est un nouveau. Un nouveau. L'autre chose, c'est le ratio entre les mâles et les femelles. Les mâles ne sont pas aussi nombreux que les femelles. C'est intéressant. Et puis ils rentrent ici à différents moments. Ils vont sur un site, par exemple North Horn, puis ils bougent sur un autre. Ils peuvent se trouver plein de femelles, ce qui est... On leur souhaite bonne chance. Ouais. On peut dire ça, non? Les requins à pointe blanche restent dans le même coin, mais je crois que les requins gris de récif, eux, voyagent. Là, c'est Jezebel. Elle est sortie plusieurs fois de la zone pendant très longtemps. Et en fait, si on regarde là, ce laps de temps est un tout petit peu plus long que le dernier où elle a disparu. C'est un requin adorable. Sous l'eau, on peut l'attraper. Elle s'arrête de nager, on la tapote un petit coup et elle repart. Elle me manque vraiment. Je me demandais, en les attirant avec la cage, est-ce que ça a une incidence sur la validité des données? Parce qu'il est possible qu'on attire des requins d'autres zones. Ce qu'on peut regarder en premier lieu avec les données de localisation, comme beaucoup de ces animaux sont marqués, on peut observer leur comportement quand il y a des bateaux ou quand il n'y en a pas. La plupart des recherches sur les requins sont faussées, parce qu'il faut d'abord savoir des choses fondamentales sur les requins. Quand on fait quoi que ce soit avec les grands requins blancs, il y a toujours des appâts et du monde qui tourne autour, et ça modifie leur comportement. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Dans le monde entier, dès qu'on nourrit les poissons pour les touristes, on a de gros problèmes. D'abord, les aliments ne sont pas naturels, ce qui déjà n'est pas bon pour eux, mais en plus, ils deviennent dépendants, et tout le système s'effondre, et nous, on ne veut pas que ça arrive. Richard décide une plongée de nuit pour observer les requins à la pointe nord du récif. La nuit, les requins sont en chasse. Il faut être encore plus vigilant.
Le requin à pointe blanche cherche des poissons endormis, des poissons perroquets qui traîneraient dans le coin. Ce requin peut se glisser sous les récifs, il n'a pas besoin de se déplacer sans arrêt. Il est donc très bien adapté à la chasse nocturne. Et c'est impressionnant de voir ces deux côtés du requin, le côté placide et le côté chasseur la nuit. Le poisson perroquet mange les algues à la surface du corail. La nuit, il forme une bulle pour masquer son odeur, espérant ainsi se cacher des prédateurs. Jour J à bord de l'Undersea Explorer. Richard veut capturer un requin gris de récif. Cette fois-ci, c'est une autre histoire. Changement de technique. Le requin gris de récif peut atteindre 2,50 m de longueur, beaucoup plus puissant que le requin à pointe blanche. Hors de question de les capturer au lasso, cette technique est trop dangereuse. Alors, Richard décide de les appâter depuis le pont arrière, une technique qu'il est en train de mettre au point pour capturer aussi les requins tigres. Pas celui-là, j'en veux pas. Remettez-le, il est trop petit. Quand on les met sur le dos ou qu'on les tient la tête en bas, la plupart de ces requins se laissent aller et vont même jusqu'à s'endormir.
On suspend les requins ici pendant environ 10 minutes. Et pendant qu'ils sont suspendus, ils pompent toujours de l'eau par les branchies, donc ils respirent. On peut tenir nous-mêmes les requins à pointe blanche pour les marquer, mais le requin gris de récif est tout en muscles. C'est un requin très puissant. Quelquefois, en les sortant, on se prend un coup de queue qui nous rappelle à quel point ils sont puissants. Okay, we've got to push these in a bit harder. Yep. All right. Okay. Après avoir désinfecté la peau de l'animal, l'équipe commence une véritable intervention chirurgicale pour implanter l'émetteur. Sa batterie va durer 5 ans. L'autre technologie qu'on utilise, ce sont ces émetteurs. Ils font environ 5 cm et on les implante dans le corps. Voilà, on mélange un dans le corps, juste sous la peau. La peau des femelles est 2 fois plus épaisse que celle des mâles, parce que quand c'est la saison des amours, le mâle mord la femelle. En fait, ces animaux ont l'habitude d'avoir des grosses coupures et des morsures sur le corps. Alors même quand l'entaille a l'air sérieuse, ce n'est pas pire que ce qu'ils endurent chaque année pendant la saison des amours. Ça a l'air grave, mais en fait le requin cicatrise très vite et il n'y a aucune séquelle. Alors on espère avec ce nouvel émetteur pouvoir étudier leur territoire. Et je crois que leur territoire est beaucoup plus étendu que celui du requin à pointe blanche, probablement jusqu'à 8 km. Mais encore une fois, ce n'est pas beaucoup. On est à 70 000 nautiques de la côte et ces requins souffrent de la surexploitation des fonds de pêche. Il est donc essentiel pour nous d'avoir ces informations pour éviter que les requins ne disparaissent. On va faire une petite pause avant de finir. Attends, je veux contrôler ces réflexes. Ok, vas-y, passe-le-moi. Townsville, Nord Queensland, 120 000 habitants. C'est ici que Richard s'est installé pour être au plus près de son terrain de jeu. Un véritable travail en commun avec d'autres scientifiques lui a permis au fil des ans d'accumuler un vrai savoir-faire, une connaissance précieuse de l'ensemble de l'écosystème de la Grande Barrière. De nouveaux champs d'investigation continuent à s'ouvrir. Prochaine étape de sa recherche, le requin-tigre, une espèce très peu connue et réputée dangereuse. Pour la première fois, Richard veut poser un émetteur sur l'aileron dorsal d'un requin-tigre pour suivre ses déplacements par satellite. Une opération risquée. Quand il réalise son programme de marquage, il fait des trucs qui pourraient être considérés comme assez risqués. Quand on réalise un programme et qu'on tourne en même temps, il est assez difficile de maintenir le niveau de risque au plus bas. Et la pression pour que le marquage soit fait est énorme. De mon point de vue, en tant qu'associé, il vaut plus cher entier et bien vivant que mort. Alors, quelquefois, j'aimerais qu'il prenne un peu moins de risques, c'est vrai. Oui, ils sont vraiment tous excités. Pas seulement par le fait de marquer les requins, mais aussi par l'essai de toute cette nouvelle technologie. Ça a l'air super intéressant. Ok. Eh bien, merci. Allez, au revoir. Permission accordée. Alors, on peut y aller. Objectif, Rain Island, un récif corallien à l'extrême nord de la Grande Barrière, un des endroits les plus protégés d'Australie où chaque année des milliers de tortues vertes viennent pondre au terme d'une longue migration. Pour la première fois, Richard et son équipe ont l'autorisation exceptionnelle de débarquer sur l'île. Les requins possèdent un 6e sens. Ils se repèrent en percevant les vibrations électromagnétiques. En décodant les infimes variations du champ terrestre, ils pourraient ainsi migrer sur d'énormes distances pour suivre les tortues.
Nous naviguons entre les récifs et la côte sur le Floréat, un ancien bateau des douanes. La météo est changeante, plus nous approchons de l'île, plus nous subissons les effets de la mousson. Attirer le requin-tigre va demander de nombreux appâts. Le Floréat a ancré dans la zone autorisée à la pêche sous-marine. Richard s'est adjoint les compétences d'Andrew, un passionné des requins, qui a lui aussi approché plusieurs fois les tigres. Son idée est qu'ils sont particulièrement friands de poissons perroquets. Il faut faire vite. Quelques requins à pointe blanche de lagon approchent, attirés par les vibrations du poisson qui se débat. Les requins-tigres doivent observer la scène d'un peu plus loin. Wren Island, c'est un peu le bout du monde. Une trentaine d'épaves aux alentours rappellent le danger de la navigation dans les zones de haut fond. En 1844, l'amirauté britannique mandate le capitaine Blackwood pour bâtir un phare afin de guider les navires dans la passe du détroit de Torres. Aujourd'hui, le phare domine de ses 15 mètres ce récif corallien du bout du monde, peuplé de nombreuses espèces d'oiseaux. 32 hectares de landes bordées de plages où viennent pondre les tortues vertes chaque année entre décembre et février. Cette expédition qu'on entreprend, ce sera la première fois que je mettrai les pieds sur Wren Island. Alors je suis très excité. Au cours des 5 dernières années, je n'ai pu observer l'île qu'à distance pendant qu'on étudiait les requins en bordure de la barrière qui entoure Wren Island. Mais c'est la première fois qu'on a l'autorisation d'aller sur l'île. C'est très excitant. C'est une chose dont j'ai toujours rêvé. Les tortues vertes viennent de très loin. Ces animaux parcourent des milliers de kilomètres pour venir déposer leurs œufs à Wren Island. Attrape l'ancre et va directement sur la plage. Ah, voilà ta copine. Elle est en train de faire son nid. Elle utilise les pattes avant pour creuser un trou pour son corps et ensuite les pattes arrière pour creuser le nid pour les œufs. Attention au sable qui coule. Tu vois les œufs? Elle va pondre comme ça plus d'une centaine d'œufs. C'est cool. Regarde ce bébé tortue là. Ça pourrait être le bébé de celle-là, mais il n'y a aucune relation entre elles. Les bébés ne voient jamais leur mère et les mères ne voient jamais leur bébé. Elles pondent leurs œufs et elles s'en vont. Elles ont dû éclore il y a 1 heure ou 2. Elles ont attendu sous le sable que le soleil se couche et hop, maintenant les voilà qui se mettent toutes à courir.
Avec un peu de chance, quelques-unes arriveront à la mer, et une fois là, bien sûr, il y a encore les poissons, les requins et tout le reste. Il y en a seulement une ou deux qui atteindront l'âge adulte. C'est une façon difficile de commencer dans la vie. Au petit matin, les tortues adultes, épuisées, meurent parfois écrasées par le soleil et la fatigue avant de retourner à la mer. Si elles parviennent jusqu'au rivage, le prochain danger sera les requins-tigres. Il m'est venu à l'idée que s'il y avait autant d'animaux présents pendant cette période, c'est qu'ils devaient venir d'ailleurs. Il est impossible qu'une population aussi importante de requins survive pendant les mois d'hiver, alors qu'il n'y a pas de tortues. Il doit donc exister des schémas migratoires. Ce qu'on voudrait essayer de savoir maintenant, c'est la distance parcourue par les requins jusqu'à Wren Island. Il se peut que ces animaux fassent des milliers de kilomètres et ce n'est qu'avec les toutes dernières technologies, la localisation par satellite, que nous pourrons enfin savoir d'où viennent les requins. Le requin-tigre, c'est lui. L'adulte peut mesurer 6 mètres et peser 1 tonne. Le requin-tigre, c'est le deuxième requin le plus dangereux. Il y a d'abord le grand requin blanc et ensuite le requin-tigre. Ce qui est amusant, c'est que cet animal très dangereux est aussi très craintif. Ils sont très prudents. On a vu des tigres tourner autour d'une tortue morte pendant des heures. Ils nagent autour, puis se rapprochent lentement, finissent par cogner dans leur proie, l'évaluent, puis reviennent se mettre à l'ouvrage. Le mauvais temps arrive, le vent qui se lève oblige le bateau à quitter le mouillage pour s'ancrer ailleurs. Nous dérivons dans les forts courants qui nous entraînent vers le récif. La manœuvre est délicate. Le tombant est très raide, on passe vite de 15 mètres de fond à plus de 700 mètres. Le vent a tourné au nord-ouest pendant la nuit, apportant la pluie de la mousson. En fait, on est en pleine saison des cyclones. On pourrait avoir un cyclone d'un moment à l'autre. Et c'est ce qui nous préoccupe le plus pour l'instant, le temps qu'il va faire. Il y a beaucoup de choses qui nous sont défavorables. Le nord de l'Australie, la saison des cyclones, les pluies de la mousson qui tombent en ce moment. Alors, c'est vrai, le temps est très préoccupant. Nous sommes coincés dans la mousson, condamnés à attendre. Et nous n'avons pas encore vu un aileron de requin-tigre. Alors on a 2 émetteurs satellites comme ça. On le boulonne sur l'aileron dorsal du requin. Quand le requin remonte à la surface, il suffit que l'une des 2 bornes soit hors de l'eau pour que l'émetteur se mette en route. Donc au contact de l'eau salée, on est en mode off, d'accord ? Quand le requin sort de l'eau, le haut de l'aileron arrive à peu près là. Ça envoie un signal au satellite Argos et ça enregistre les coordonnées GPS de ce requin. Mais il ne faut pas oublier que le requin-tigre est dangereux. Après le requin blanc, c'est le plus dangereux. Le requin-tigre est plutôt lent comme animal, mais il revient sans arrêt. Plusieurs fois, quand on a eu des problèmes avec eux, il nous est arrivé de pousser le requin, et il s'en allait, mais toujours avec la ferme intention de revenir.
Alors surveillez partout quand vous travaillez sur un animal. Ne restez pas fixé sur lui. Ayez des yeux derrière la tête. Soyez très attentifs à tous ces animaux autour de vous. Mais on devrait bien s'amuser. Des questions? 6e jour d'attente, 16 heures. Nous venons d'essuyer un énorme orage tropical. La réserve de poissons commence à baisser. Les requins sont là. Quelques pointes blanches ont bien mordu aux appâts. Mais nous attendons le tigre, beaucoup plus timide. Le mauvais temps ne facilite pas les choses. Avec le requin, il faut savoir quand s'arrêter. Quand on sent que quelque chose commence à déraper, il est temps de sortir de l'eau. Je veux dire, on n'est pas là pour se faire blesser, on est là pour étudier les animaux sans se mettre en danger. 17 heures. Cette fois-ci, c'est lui. Pour blesser le moins possible le requin, Richard a ébarbé l'hameçon en meulant le crochet. Le requin cherche à lâcher l'appât, à se dégager. Il faut faire vite, maintenir une tension constante sur la corde. Le requin peut s'échapper très facilement en donnant un mouvement arrière. Okay, coming up, coming up. Oh, it's sunk. I just felt it sinking. No, you still got it. All right. 3 meters away. Okay, Richard. Right under. Oh, guys. She bent the hook nicely. Septième jour d'attente, 18 heures. This whole thing's about as exciting as cricket. Un deuxième requin-tigre, encore plus gros qu'hier, mord enfin l'appât. Yeah, just hooked. Pull her. Pull her in, pull her in. Quick, 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 quick. Take the tension off the people behind me. I can see the ball. Richard s'en veut d'avoir raté celui d'hier. Il pense qu'il aurait dû sauter à l'eau, au-delà de toutes les consignes de sécurité qu'il s'était lui-même fixées. Cette fois-ci, le requin-tigre revient. Il a décidé de manger, il va falloir se battre. Guys, watch out, your legs. Still on. Careful. Still on, still on. He's so bigger than the last one. Right? Clear the rope, give it back to him. Quick, 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 quick! All right, she's up. Here she is, here she is. Hang on. All right, she's up, she's up. All right, go, 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 go. Pull the rope in.
coming up to your side, Richard. She's just behind you. Quick, quick, quick. Watch your head, watch your head. Rich, you right? Get us a rope! Si l'hameçon se décroche, si la corde casse, la situation devient très critique. Go, Richard. Au bout de 10 minutes, le requin commence à fatiguer. Richard parvient enfin à sécuriser l'animal. Bloqué par l'arrière, il va progressivement lâcher la bataille. Okay. Pull. Go, the tail's up. Go, 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 go. Don't let it go slack. Woohoo! She's huge. She's bigger than yesterday. There you go. Le requin est sécurisé. Maintenant, Richard va pouvoir commencer l'opération. Il y avait des bulles partout. Je cherchais la queue. J'ai mis les bras là et c'est la tête qui est apparue devant moi. Mauvaise pioche. J'ai toujours rêvé d'aller à Wren Island pour travailler sur les requins-tigres. C'est probablement un des derniers endroits reculés où il existe de grands prédateurs dont nous ne connaissons rien des agissements. On fait donc un travail de précurseur. D'abord, Richard doit plonger à nouveau pour attacher les nageoires caudales. Il faut maintenant mettre le requin à l'horizontale. Richard s'est fixé un protocole qu'il doit suivre sans perdre de temps. Le requin est calme pour quelques minutes seulement. Just take a bit of slack. Okay. Yeah. 10 foot 8. 10 foot 8. Did you get it? Yeah. Okay, pull tape out. 10 foot 8. Après avoir mesuré le requin-tigre, Richard pose l'émetteur satellite en perçant la nageoire dorsale. Équipé d'une batterie prévue pour durer plusieurs mois, l'émetteur enverra des signaux chaque fois que le requin remontera à la surface. Reçues par le système satellite Argos, les informations seront réceptionnées en France, puis transmises à Hobart, en Tasmanie. Avant de relâcher Nicole, c'est ainsi qu'il appelle ce requin femelle de 15 ans environ, Richard prélève un petit morceau de la nageoire pour une identification ADN. L'intervention sur Nicole a duré 10 minutes. Pour la première fois, un requin-tigre vient d'être capturé et marqué. Richard va pouvoir étudier ses déplacements, entrevoir ses habitudes alimentaires, estimer son territoire de vie. Clear. She's swimming away beautifully. Oh, what a beautiful girl. You beauty. Yes. Dude, that's so cool. So cool. Yes. Here's to Nicole. À Nicole et merci beaucoup à toute l'équipe. Tout le monde s'est donné à fond. On a fait le boulot, on est revenu sain et sauf et qui plus est entier, ce qui est très important, surtout pour moi. Alors merci beaucoup à vous les gars. So thank you very much, guys. Team Tiger. Yes. Team Tiger. What have you done to me? Check it out. Wait, wait, wait.
Retour à Townsville. 2 mois ont passé depuis que Nicole a été capturé à Rain Island. Richard reçoit régulièrement les derniers points GPS fournis par l'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth qui a développé le prototype d'émetteur. En reportant ces données sur une carte marine, nous pouvons suivre l'animal à la trace. L'hypothèse de Richard semble se confirmer. On passe par l'espace pour suivre les requins. C'est génial. Oh, elle a beaucoup bougé là. Ce requin-tigre a nagé de Rain Island jusqu'au milieu de Ashmore Reef. Quelque chose a attiré son attention par ici. Elle y a fait un aller-retour. Puis elle est montée par là, a rayonné un peu. Et puis elle a décidé de se diriger vers Ashmore. Elle a traversé en un jour. Le lendemain, elle y était. C'est génial. Elle est revenue au milieu du lagon, a traversé, est revenue en arrière, puis a traversé la barrière de corail, et elle est maintenant au milieu, par ici. L'eau est peu profonde par ici, et elle nage sur de sacrées distances. Richard va continuer sa recherche scientifique sur la grande barrière de corail. Il devient urgent d'estimer les populations de requins. Se reproduisant peu, surpêchés, très sensibles à la pollution, toutes les espèces de requins sont aujourd'hui menacées. On les consomme pour leurs ailerons et ils finissent transformés en croquettes pour chiens et chats. Il est pourtant absolument nécessaire de protéger ces grands prédateurs marins. Chaque fois qu'une espèce animale disparaît, c'est notre capital survie qui s'appauvrit. Le 22 mai, un bateau de pêcheurs de Barramundi attrape accidentellement un requin-tigre dans ses filets. Il s'agit de Nicole, qui a parcouru plus de 1500 km depuis son marquage à Rain Island 2 mois auparavant. Nicole meurt d'asphyxie dans les filets avant que les pêcheurs n'aient eu le temps de la dégager, s'apercevant que l'animal était marqué. L'émetteur est renvoyé à Hobart. L'opération est terminée. Le requin, et particulièrement le requin-tigre, est le prédateur numéro 1. Comme il est au sommet de la chaîne alimentaire, il contrôle tout ce qui est en dessous. Donc, du requin-tigre au plancton, en passant par les tortues, le corail et les petits poissons, tout est lié. Et nous devons appréhender non seulement ces animaux, mais aussi leurs relations entre eux, afin de mieux comprendre, mieux protéger et mieux gérer l'environnement, afin que les ressources puissent se renouveler. La biodiversité est très importante. Il y a des choses et des interdépendances dont on ne sait rien du tout et dont on ne saura probablement rien pendant plusieurs